Expression libre, expression libre. Ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. Du regard sur les perspectives macroéconomiques de la République démocratique du Congo. Le président de la République a commencé par attirer l'attention du gouvernement sur l'état de notre conjoncture macroéconomique tel qu'il ressort des données officielles et du cadrage macroéconomique contenu dans la loi des finances pour l'exercice 2026 qu'il a promulguée. Cette situation appelle une vigilance accrue ainsi qu'une action gouvernementale rigoureusement coordonnée. Si une appréciation du franc congolais a été observée depuis septembre 2025, le cadrage macroéconomique officiel anticipe néanmoins à l'horizon fin 2026 un risque de dépréciation de la monnaie nationale. En effet, le président de la République a appelé au renforcement de la discipline des finances publiques. Il a réaffirmé que la rationalisation des dépenses publiques demeure un levier immédiat, crédible et indispensable pour préserver les équilibres macroéconomiques. Elle implique une allocation plus efficiente de ressources fondée sur l'élimination des dépenses non prioritaires ou insuffisamment justifiées. Le président de la République a insisté enfin sur la nécessité d'une communication institutionnelle cohérente et responsable en matière de politique macroéconomique afin de préserver la crédibilité de l'action publique. Dès lors, il a instruit la première ministre chef du gouvernement de lui transmettre dans les 15 jours un rapport précis et documenté sur l'état d'avancement effectif du processus de rationalisation des dépenses publiques, les mesures mises en œuvre et les résultats attendus à court terme. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de garantir l'accès effectif et fiable aux services des télécommunications numériques et de l'audiovisuel en République démocratique du Congo. Le président de la République a enregistré plusieurs doléances sur les perturbations récurrentes affectant l'ensemble des réseaux et systèmes des télécommunications, notamment la téléphonie mobile et fixe, l'Internet, la transmission des données, les services numériques, l'interconnexion des réseaux, ainsi que les réseaux de radiodiffusion et de télévision numérique constatés ces derniers temps sur l'ensemble du territoire national. Ces défaillances persistantes affectent gravement la vie quotidienne des citoyens, la continuité de l'action publique et les fonctionnements de l'économie nationale, en entraînant des ruptures de communication, des perturbations de transactions bancaires et commerciales, ainsi qu'une dégradation notable des services de radiodiffusion et des télévisions numériques au détriment de la conscience des usagers et des secteurs essentiels de la nation. Le président de la République a rappelé que les télécommunications, dans toutes leurs composantes, constituent un pilier stratégique du développement national, de la souveraineté de l'État, de la sécurité, de la cohésion sociale et de la compétitivité économique. À l'ère des technologies de l'information, du numérique et de l'audiovisuel, il est impératif de disposer des réseaux fiables, performants, résilients et continus, opérant dans un environnement de concurrence loyale, de couverture équitable du territoire et de stricte protection de consommateurs. Au vu de tout ce qui précède, le président de la République a instruit le ministre des Postes et Télécommunications, le ministre de l'Économie du numérique, le ministre de la Communication, médias et porte-parole du gouvernement, ainsi que l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications, chacun en ce qui le concerne, de veiller à ce que l'ensemble des opérateurs des télécommunications, de transmission de données, des services numériques, de radiodiffusion et des télévisions numériques fournissent des prestations conformes aux normes, standards et obligations légales et réglementaires en vigueur. Renforcer les mécanismes de régulation, de contrôle et de monitoring permanent de la qualité des réseaux et des services.
assurer une coordination effective entre les ministères sectoriels, les autorités des régulations et les services techniques spécialisés en vue d'une supervision cohérente et efficace du secteur et d'appliquer sans faiblesse ni complaisance les sanctions prévues par les lois et règlements à l'encontre de tout opérateur défaillant chaque fois que les obligations de qualité, de continuité, de couverture ou de protection des usagers ne sont pas respectées. Un rapport circonstancié d'exécution de ces instructions précisant les constats techniques effectués, les mesures correctives imposées, les sanctions éventuellement appliquées, ainsi que les actions structurelles envisagées pour garantir une amélioration durable, mesurable et vérifiable de l'ensemble des services de télécommunications en République démocratique du Congo est attendu dans les 30 jours. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur la mise en œuvre des accords de Washington. À ces sujets, elle a convoqué et présidé, le jeudi 8 janvier 2026, une séance de travail avec le ministre concerné afin d'adosser par le gouvernement le cadre général de coopération en vue de rationaliser les différents projets y contenus et de les matérialiser au bénéfice des intérêts de la République. En vue d'observer les engagements souscrits par la République démocratique du Congo dans ces accords et permettre leur mise en œuvre optimale, les ministres concernés travailleront au sein d'un comité de pilotage sur l'élaboration d'une feuille de route qui permettra une meilleure coordination de l'action gouvernementale alignée sur la politique définie par le président de la République, chef de l'État. Par ailleurs, la Première ministre prévoit de convoquer une réunion du comité de conjoncture économique élargie le mardi 13 janvier 2026 afin d'harmoniser les actions de toutes les parties concernées et d'assurer une meilleure compréhension des clauses contenues dans ces accords. Sur un autre volet, la Première ministre a évoqué la nécessité de l'application harmonieuse du salaire minimum interprofessionnel garanti tel qu'institué par les décrets relatifs et afin d'assurer le dialogue social permanent entre les partenaires sociaux. Elle a annoncé l'organisation d'une séance de travail avec les responsables des différentes corporations de l'intersyndicale du travail le lundi 12 janvier 2026 à la primature afin de permettre au gouvernement de prendre en compte les préoccupations du monde du travail 6 mois après la prise du décret sur les réajustements du SMIC et ce, avant la convocation d'une réunion du Conseil national du travail pour harmonisation. Pour terminer, la Première ministre chef du gouvernement a rappelé les instructions présidentielles relatives à la communication gouvernementale sur toute prise de parole publique qui engage directement la crédibilité, l'autorité et la cohésion de l'État. Elle a souligné que la parole de l'État ne saurait être improvisée ou non maîtrisée, en particulier lorsqu'elle porte sur des questions sensibles liées à la défense nationale, à la sécurité, à la cohésion sociale ou aux relations diplomatiques. Et il est donc inacceptable de ne pas se tenir à cette ligne de conduite. Au regard de la persistance des prises de parole non concertées, intervenant en dehors des orientations présidentielles, la Première ministre a rappelé avec insistance à l'ensemble des membres du gouvernement la nécessité de veiller personnellement au strict respect des directives du président de la République, chef de l'État, en matière de communication. En conséquence, toute communication sur les sujets sensibles précités doit impérativement s'inscrire dans le mécanisme de concertation préalable, placé sous la coordination du ministre de la Communication et des Médias, en lien avec le service compétent de la présidence de la République et de la primature, afin de préserver la cohérence des positions de l'État et de prévenir tout risque diplomatique ou sécuritaire. Elle a demandé aux ministres d'en assurer l'application rigoureuse au sein de leurs cabinets respectifs. Le président de la République, chef de l'État, a, en appui à la communication de la Première ministre, lancé une mise en garde sévère aux membres du gouvernement qui ne se soumettront pas aux mécanismes établis au niveau du ministère de la Communication et des Médias.
Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, a présenté au Conseil les rapports sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été notamment marqué par la suite attendue après les rapports des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, surtout en termes de violations flagrantes des droits de l'homme et des pillages. Au plan politique, le Conseil de ministres a été informé du rapport de la mission officielle interinstitutionnelle qui a évalué les conditions préalables à la tenue de la 13e session de la conférence de gouverneurs dans la ville de Bandundu en province du Kwilu. La mission a constaté des avancées significatives dans les préparatifs et confirmé et suggéré la date plutôt de la tenue de la dite conférence. Au chapitre du banditisme et de la criminalité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a évoqué la reprise le 8 janvier 2026 des audiences foraines où comparaissent 427 présumés bandits urbains, communément appelés Kuluna, arrêtés au mois de décembre dernier lors des opérations de bouclage menées dans le cadre de l'opération Ndobo. Entre-temps, un cas de vol à main armée a été déploré le même jour dans la commune de Lemba, causant la mort du professeur Abata Diabasono à son domicile. Suite à cet acte ignoble perpétré par 7 criminels en fuite et recherché, une vive réaction populaire s'est manifestée. Des policiers du sous-commissariat Homme 30 venus pour les constats ont été pris à partie. L'un d'entre eux a succombé à ses blessures. Des enquêtes se poursuivent et les condoléances ont été présentées aux familles des victimes. Les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, a rassuré de la nécessité de poursuivre les missions de contrôle et de réduction de la violence armée au travers notamment la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres. Il a terminé son rapport par la situation frontière après avoir fait état des cas de sinistres et de catastrophes déplorés au cours de la semaine qui s'est achevée. Au chapitre sécuritaire, il a été complété par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui, à son tour, a fait le point de la situation opérationnelle dans les différents fronts en province du Nord et du Sud Kivu, ainsi que de la poursuite de l'action de l'armée dans les périphéries de la ville-province de Kinshasa. Évaluation de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services. Les gouverneurs de la Banque centrale, intervenant comme invités au Conseil de ce jour, a brossé les développements de la conjoncture économique du pays. Il a indiqué que l'environnement économique intérieur est marqué par la tendance à la stabilisation des principaux indicateurs macroéconomiques tirés par les mesures de politiques économiques de la Banque centrale du Congo. Au cours de la première semaine de janvier 2026, le taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à 0,26% contre 0,32% une semaine plus tôt. Cette évolution reflète l'atténuation progressive des pressions saisonnières observées en fin d'année dans un contexte de normalisation graduelle de la demande après les festivités. Elle traduit un net ralentissement du rythme de formation de prix, témoignant d'un environnement macroéconomique plus stable. À l'ouverture du 2 janvier 2026, le taux d'échange s'est établi à 2181,39 francs congolais pour $1 américain sur le marché interbancaire et à 2310,32 francs congolais sur le marché parallèle. Par rapport à la semaine du 26 décembre 2025, le franc congolais a enregistré une appréciation de 1,9% à l'interbancaire contre une dépréciation de 0,50% au parallèle. Comparativement à fin décembre 2024, la monnaie nationale s'est appréciée de 30,44% à l'indicatif et de 24,099% au parallèle. En rythme hebdomadaire, les cours mondiaux des principaux produits de base intéressant l'économie congolaise se sont bien comportés. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a réitéré ses recommandations allant dans le sens du maintien d'une coordination étroite entre les politiques monétaires et budgétaires afin de préserver la stabilité macroéconomique et le pouvoir d'achat intérieur et du renforcement de suivi des facteurs de liquidité
susceptibles de perturber le fonctionnement des marchés en début d'année. Au chapitre santé, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale a fait le point de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, spécifiquement la tendance baissière observée que ce soit pour le choléra et les Mpox. Et face à ces épidémies, le ministre de la Santé a précisé que les actions de riposte sont en cours et poursuivent pour les éradiquer sur toutes les parties du territoire concerné. Note d'information relevant du secteur du budget. Le vice-premier ministre, ministre du budget, a présenté la loi des finances telle que promulguée le 29 décembre 2025 par le président de la République après adoption en termes identiques par les deux chambres du Parlement. Ces processus a consacré, une fois de plus, la consolidation de la discipline budgétaire engagée par le gouvernement, ainsi que le respect des exigences de la Constitution et de la loi relative aux finances publiques, renforçant ainsi la crédibilité de l'action publique. Ces budgets 2026 présentés en équilibre, en recettes et en dépenses, à un équivalent de 22 milliards de dollars, prend en compte les priorités du gouvernement inscrites dans son programme d'action, axé notamment sur la sécurisation du pays, la stabilisation et de la transformation structurelle de l'économie, ainsi que la poursuite des politiques sociales majeures comme la couverture santé universelle et la gratuité de l'enseignement primaire prônée par le chef de l'État. Au-delà de l'exercice annuel, les budgets 2026 s'inscrivent sur une trajectoire de soutenabilité budgétaire fondée sur une amélioration progressive de la pression fiscale, celle-ci étant projetée à 12,5% en 2026 et correspond à des recettes courantes estimées à 13,4 milliards avec l'objectif d'atteindre 17% à l'horizon de 5 ans, soit les niveaux moyens en Afrique subsaharienne, pour de recettes courantes estimées avoisinant 26 milliards de dollars américains. Cette trajectoire permettra, à l'horizon 2030, de dégager des marges budgétaires en vue de financer sur ressources propres les priorités de l'État. À ce titre, au cours de cette année 2026, les administrations financières devraient doubler les efforts pour mobiliser davantage les recettes en vue de se mettre sur cette trajectoire qui permettra aisément au gouvernement de financer ses priorités par les ressources propres. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, a par ailleurs porté à l'attention du Conseil que le respect des procédures d'exécution du budget s'impose à tous les ordonnateurs et gestionnaires publics en conformité avec le manuel de procédure et du circuit de la dépense publique qui garantit le respect intégral de la procédure standard tout au long de la chaîne de la dépense et les manuels de procédure de marché public. Il a terminé en annonçant le lancement progressif de la déconcentration et de l'ordonnancement avec 9 ministères pilotes. Ils exerceront à titre pilote les fonctions d'engagement, des liquidations, d'ordonnancement de leurs dépenses sous la régulation des crédits et les contrôles budgétaires du ministre ayant les budgets dans ses attributions, ainsi que sous la régulation de la trésorerie assurée par le ministre ayant les finances dans ses attributions, garantissant ainsi la cohérence globale et l'exécution budgétaire, a-t-il conclu. Note d'information relevant du secteur de la formation professionnelle. Le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a présenté au Conseil une note d'information à 2 volets. Le premier volet a porté sur l'évaluation du premier cycle des formations gratuites en apprentissage de métier, tant pour les dépendants de militaires et policiers que des inscrits de la première édition de la foire de la formation professionnelle organisée à Kinshasa du 24 au 26 octobre 2024. En effet, le premier cycle prévu en 4 étapes s'était fixé comme objectif de former gratuitement 10 000 jeunes à raison de 2 500 par session. À ces jours, les objectifs assignés ont été largement dépassés, car en plus de 1 500 apprenants qui ont suivi leur session à travers différents centres du 15 février au 11 décembre 2025 auprès des centres publics, privés et agréés, 13 496 jeunes, dont 9 624 hommes et 3 872 femmes ont été formés. L'accompagnement du gouvernement a été sollicité pour finaliser les engagements financiers liés aux opérations du cycle finissant et le lancement du second cycle des formations gratuites.
Par ailleurs, le Conseil a été informé du lancement des travaux de construction d'un centre de formation professionnelle au camp Aix-Mobutu le 11 décembre 2025 en partenariat avec l'église de Saint de Dernier Jour et la fondation Vodacom pour l'encadrement des dépendants des militaires et policiers par l'apprentissage des métiers. Le deuxième volet de sa note a porté sur l'élaboration des l'annuaire national d'identification des filières prioritaires pour le développement local et la formation professionnelle. Au terme de la semaine de la formation professionnelle, organisée du 15 au 19 décembre 2025, en collaboration avec Enabel, les participants ont approuvé et validé l'annuaire national d'identification des filières prioritaires pour le développement local et la formation professionnelle. Ces documents répertorient et identifient toutes les filières classiques et innovantes suivant les spécificités de chaque province et territoire de la République démocratique du Congo. Ceci offre l'avantage de permettre au ministère et à tous ses services d'orienter les filières dans tous les coins du pays en vue de résorber les besoins locaux en main-d'œuvre et de les fixer comme critères d'agrément des centres à ces niveaux. Pour terminer, le ministre d'État, ministre de la Formation professionnelle, a salué les succès de la tenue de la conférence sino-congolaise sur la formation professionnelle le 22 décembre 2025. Les deux parties ont convenu de déployer des dispositifs de formation mobile dès les mois d'avril 2026 et de pérenniser l'initiative. La prochaine édition est projetée pour le premier trimestre 2026. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur de l'environnement. La ministre de l'Environnement, Développement durable et nouvelle économie du climat a informé le Conseil de l'urgence d'appuyer et de conforter les leaderships de la République démocratique du Congo au sein de l'autorité du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi. Cela passe notamment par l'appurement urgent des arriérés de contribution, les renforcements institutionnels et la consolidation de la coordination nationale. Revenons sur les enjeux stratégiques, financiers et sécuritaires. Elle a précisé que le renforcement du leadership de la RDC au sein de l'ABAKIR n'est pas seulement une question de respect des engagements internationaux, c'est aussi une opportunité stratégique pour sécuriser nos ressources hydriques, bénéficier équitablement des investissements énergétiques, affirmer notre souveraineté et notre rôle stabilisateur dans la région et avoir une garantie que les lacs Kivu et la rivière Ruzizi ne seront pas utilisés pour la déstabilisation de la sécurité du pays. Détenteur de plus de 57% des bassins versants du lac Kivu et de la rivière Ruzizi, notre pays est détenteur statutaire du leadership en ayant le poste de secrétaire exécutif de l'ABAKIR, tient à réaffirmer son rôle d'autorité régionale. Note d'information relevant de l'enseignement supérieur et universitaire. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique et innovation, a fait le point au Conseil du rapport d'étape du contrôle des gestions des établissements publics de l'enseignement supérieur et universitaire appelé entre responsabilité et résultats, rapport d'évaluation de la gouvernance des établissements publics de l'ESU 2024-2025. Les conclusions soutiennent que la modernisation du secteur est entravée par des pratiques de gestion obsolètes et une opacité financière persistante. Ces diagnostics sans appel confirment le besoin d'une intervention urgente sur 3 plans. Crise de redevabilité, l'audit relève une déconnexion entre les recettes captées et la qualité des infrastructures pédagogiques justifiant les inquiétudes de la haute hiérarchie, dysfonctionnement organisationnel, la persistance des circuits de gestion opaques nuit au déploiement optimal du système LMD et fragilise l'autorité académique, l'insécurité foncière. Le rapport documente plusieurs cas critiques des menaces sur les actifs fonciers et immobiliers de l'État, nécessitant une sécurisation juridique immédiate. Ces rapports qui détaillent établissement par établissement les écarts de gestion, les responsabilités individuelles identifiées, ainsi que les preuves documentaires collectées. La ministre de l'ESU a rassuré de la poursuite de la mission d'assainissement entamée pour restaurer l'excellence au sein de nos établissements. Elle permettra d'affiner les diagnostics et d'élaborer des recommandations définitives pour une gestion optimale du secteur
conformément à la vision du président de la République. Note d'information relevant du secteur de mines. Le ministre des Mines a présenté au Conseil le projet mine de fer de la Grande Orientale, MIFOR, ainsi que les orientations de gouvernance qu'appelle sa mise en œuvre. Ces projets visent à structurer, pour la première fois à l'échelle industrielle, la mise en valeur du potentiel de minerai de fer, dont les ressources cumulées sont estimées entre 15 et 20 milliards de tonnes avec une teneur moyenne supérieure à 60%, positionnant notre pays parmi les principaux détenteurs mondiaux des ressources ferrifères encore inexploitées à grande échelle. Au-delà de l'exposition minière, MIFOR est conçu comme un projet d'architecture économique nationale, reposant sur la transformation progressive d'une ressource minérale stratégique en infrastructure souveraine, puis en recette durable, et enfin en stabilité macroéconomique et développement territorial équilibré. La mine y joue le rôle d'instrument financier permettant à l'État de créer des actifs structurants des long termes. La phase initiale du projet est dimensionnée sur une capacité de production de l'ordre de 50 millions de tonnes par an, extensible jusqu'à 300 millions de tonnes, à deux niveaux comparables aux grands bassins ferrifères internationaux. Cette phase intègre non seulement l'extraction du minerai, mais également des unités de transformation industrielle, ainsi que la mise en place d'un corridor logistique multimodal structurant, combinant rail, lourd, transport fluvial sur les fleuves Congo et accès aux ports et en eau profonde de Banana. Le ministre de Mines a aussi présenté les bénéfices chiffrés de ce projet. Les études consolidées font apparaître, pour un investissement initial estimé à 28,9 milliards de dollars pour la première étape, le modèle économique projeté sur 25 ans fait ressortir un chiffre d'affaires cumulé supérieur à 679 milliards de dollars, un cash flow net excédent de près de 308 milliards de dollars, une valeur actuelle nette négative et un taux de rentabilité interne élevé, traduisant la robustesse du projet dans des hypothèses prudentes du marché. Pour l'État, les retombées attendues sont substantielles et diversifiées. Après plus de 100 ans d'exploitation essentiellement concentrée sur le cuivre et le cobalt, le projet MIFOR marque une inflexion stratégique majeure dans les modèles extractifs de la RDC. Le projet a par ailleurs suscité l'intérêt d'investisseurs institutionnels internationaux disposant des capacités reconnues de structuration et de financement de projets macroéconomiques, constituant un signal favorable de bancabilité et de crédibilité internationale sans préjuger des décisions souveraines de l'État ni de créer d'engagement juridique à ce stade. Le ministre de Mines a sollicité et obtenu du Conseil la mise en place d'une commission interministérielle élargie dédiée à ce projet, appelée à en assurer le pilotage stratégique, la coordination institutionnelle et la structuration progressive dans le respect des orientations souveraines du gouvernement. Note d'information relevant du secteur des ressources hydrauliques et électricité. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a, dans sa note d'information, entretenu le Conseil sur deux points principalement. 1. Le point sur le développement du site hydroélectrique de Piokatombe. Ce site dispose d'un potentiel minimal estimé à 6450 MW. Sa mise en valeur permettrait non seulement d'optimiser la gestion hydraulique du fleuve Congo en amont d'Inga et de sécuriser à terme la cote d'exploitation du complexe, mais également de répondre à des besoins énergétiques à plus court et moyen terme avec des délais de réalisation nettement inférieurs à ceux de Grand Inga. Le développement des aménagements de Piokatomba répond à plusieurs enjeux majeurs pour notre pays, notamment la sécurisation durable de l'approvisionnement électrique de Kinshasa, dont les déficits structurels dépassent actuellement 1000 MW et continuera de croître, le soutien à l'industrialisation nationale, notamment dans le Congo central et les pôles industriels connectés au réseau Inga, l'optimisation du schéma global de développement du fleuve Congo en préparant techniquement et stratégiquement les déploiements du Grand Inga, le positionnement de la RDC comme pilier énergétique régional,
capable de répondre à la demande nationale et aux opportunités d'exportation à moyen et long terme. L'approche progressive et structurée pour la concrétisation de ces projets hydroélectriques prévoit des actions telles que la récupération des études existantes, l'organisation de la campagne de mesures topographiques et la réalisation des études de préfaisabilité, la réalisation des études de faisabilité et d'avant-projets détaillés, ainsi que la structuration du cadre de mise en œuvre et des financements. Les ministres de Ressources hydrauliques et électricité a sollicité l'accompagnement du gouvernement pour l'approbation du principe du développement de ces projets hydroélectriques et les habilitations nécessaires pour notamment les recrutements d'une firme chargée de l'actualisation des études de faisabilité de l'aménagement de Pioka-Tombé et la mobilisation de ressources financières nécessaires au financement des études, à la structuration et à la mobilisation des financements publics et privés. Le deuxième volet de sa note a porté sur la réhabilitation des centrales hydroélectriques privées abandonnées ou en faillite et à l'extension de leur desserte aux populations locales. Il s'agit des 17 centrales hydroélectriques privées dans 7 provinces, constituant un patrimoine énergétique stratégique à ce jour inexploité. Leur réhabilitation représente ainsi une opportunité stratégique pour renforcer la sécurité énergétique des zones minières, améliorer l'accès à l'électricité de populations locales, valoriser les actifs publics existants et réduire la dépendance aux énergies fossiles. Pour y parvenir, le modèle économique envisagé et le recours au secteur privé par les biais des partenariats à mettre en place, suivant les dispositions réglementaires en vigueur, notamment la conclusion de contrats IPP, Independent Power Producer, où l'investisseur privé investit, réhabilite et exploite les installations pour vendre l'électricité produite à un off-taker, opérateur public ou privé, disposant d'un réseau de distribution dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité. Ce modèle va favoriser la conclusion des contrats de concession au terme desquels il sera procédé soit à un renouvellement, soit à une remise des installations à l'État pour des nouveaux contrats de concession. Le ministre de Ressources hydrauliques et électricité a sollicité l'accompagnement du gouvernement pour non seulement les habilitations, mais aussi la réalisation des actions à entreprendre ainsi que les recommandations y relatives. Note d'information relevant du secteur de la défense spécifiquement des anciens combattants. Les ministres délégués près le ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants a informé le Conseil de la signature d'un mémorandum d'entente pour la construction de l'hôpital des anciens combattants. Il a précisé que la réalisation de ces projets se fera grâce au financement des Émirats arabes unis qui sera aligné au titre de don en appui aux efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo dans les domaines de la santé afin d'améliorer les conditions sanitaires de nos anciens combattants. D'où la nécessité de la signature du dit mémorandum d'entente entre les Émirats arabes unis, représentés par leur ministre de la Défense, et la République démocratique du Congo, représentés par les ministres délégués près le ministre de la Défense en charge des anciens combattants. L'accompagnement du gouvernement a été ainsi sollicité pour franchir cette première étape en vue de déclencher les processus pour la construction de cet hôpital moderne dans un délai raisonnable en reconnaissance du sacrifice consenti par les anciens combattants sous les drapeaux pour la défense de la patrie et la paix dans le monde. Cette démarche vise à concrétiser la ferme volonté du président de la République d'assurer une prise en charge digne et durable des anciens combattants militaires retraités, invalides de guerre et leurs dépendants. Au troisième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, le Conseil des ministres a approuvé le relevé des décisions prises lors de la 73e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 2 janvier 2026. Au quatrième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des 2 dossiers relevant du secteur de l'environnement, donnant suite à la recommandation de la 73e réunion du Conseil des ministres, la ministre de l'Environnement, Développement durable et nouvelle économie du climat a soumis au Conseil le dossier relatif au transfert des technologies
à la signature et à l'installation du centre de démonstration de la technologie et de l'industrie de Junkao en République démocratique du Congo pour examen et approbation. Après débat et délibération, ce dossier qui est passé en commission a été adopté. Dossier relevant du secteur des travaux publics. Les ministres des Infrastructures et Travaux publics a soumis au Conseil pour examen et approbation les dossiers liés à la préparation de la construction du pont de 645 mètres de portée en béton sur la rivière Ubangi entre Bangui en Centrafrique et Zongo, l'aménagement des voies de raccordement de 650 mètres et 850 mètres respectivement du côté Bangui et Zongo, ainsi qu'aux dispositions à prendre pour la construction du poste frontalier juxtaposé du côté congolais à Zongo. Il a expliqué les différentes étapes franchies dans le cadre de la réalisation des études, du financement du projet par la Banque africaine de développement et du point d'accord sur les modalités d'exécution du projet trouvé entre le ministère des Infrastructures des deux pays. Ces processus se déroulent en parallèle et en complémentarité avec le projet d'aménagement de la route Zongo-Gemena-Akula-Lisala dans le cadre d'un financement de l'Union européenne dont les études sont en cours de réalisation. Considérant les fonctionnements et les avantages d'un poste frontalier juxtaposé du côté congolais à Zongo, conformément aux principes de la CEAC et de la nécessité de poursuivre les préparatifs de cet important projet, le ministère des ITPR a recommandé la mise en place d'une commission conjointe d'experts à désigner par les ministères de l'Intérieur, des Transports, des Finances, de l'Aménagement du territoire ainsi que des Affaires foncières. Cette commission sera chargée de réaliser des inspections de terrain en vue de délimiter le site de construction du poste frontalier et de proposer des mesures pour sa confirmation dans les domaines publics et de proposer les modalités de transfert par le gouvernement du site du poste frontalier à la CEAC pour son affectation à l'usage d'espaces d'extraterritorialité. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, un texte a été soumis à l'examen du Conseil. Il s'agit du projet d'ordonnance-loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 17 janvier 2026. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet d'ordonnance-loi. Commencé à 14h19, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 16h55. Je vous remercie.